Alors, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. Pour sa première sortie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu à Touba. Il s'est entretenu avec le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Ensuite, le chef de l'État s'est rendu à Tivaouane où il s'est aussi entretenu avec le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour. Le président Bassirou Diomaye Faye vient de stopper la mise en vente de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor par l'État français. Une forte décision saluée par tous les intellectuels depuis Paris. L'ambassadeur du Sénégal a réagi. Et dans le journal des régions, ce matin, nous irons au village de Djivante, dans le département d'Oussouye, qui prépare le Boukout, le camp d'initiation des hommes. Nous allons voir les derniers préparatifs appelés le Kabomen. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu à Tivaouane où il s'est entretenu avec le khalife général des Tidianes. Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour présenter ses condoléances à Serigne Babacar Sy Mansour. Suite au rappel à Dieu de Serigne Mame Ousmane Sy Dabakh, le chef de l'État a promis d'accompagner la famille dans les chantiers, notamment les travaux de finition de la grande mosquée de Tivaouane. Par ailleurs, des dispositions seront prises pour que la ziara générale prévue le 21 avril se déroule dans d'excellentes conditions. Omar Nyinga. Tivaouane a réservé un accueil chaleureux au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La famille de Seydi El Hadji Malick Sy s'est mobilisée pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Reçu par le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour, le président Bassirou Diomaye Faye a transmis ses ziyars et prières pour qu'Allah accorde une santé de fer et une longévité au khalife général des Tidianes. Il a par la suite présenté ses condoléances suite au décès, il y a quelques jours, de Serigne Mame Ousmane Sy Dabakh. Le président de la République a poursuivi son propos en rappelant l'importance de la famille d'El Hadji Malick Sy et le rôle éminent de la tariqa dans la consolidation de la paix et la stabilité de notre pays. C'est pourquoi il ne ménagera aucun effort pour accompagner Tivaouane dans les chantiers engagés par le khalife général. D'ailleurs, dans la perspective de la ziara générale prévue dimanche prochain, toutes les conditions seront réunies pour un bon déroulement de l'événement. L'État sera également aux côtés de la famille pour les travaux de finition de la grande mosquée. Le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour, dont le message est relayé par Serigne Habib Sy Mansour, a remercié le président Bassirou Diomaye Faye pour cette visite. C'est une marque de haute considération, ajoute le khalife général des Tidianes, qui rappelle au chef de l'État la lourdeur de la charge, mais se dit convaincu que Dieu va guider ses pas. Serigne Babacar Sy Mansour a formulé des prières dans ce sens pour que le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement atteignent leurs objectifs dans l'intérêt des populations sénégalaises. Pour exprimer sa fierté au chef de l'État, le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour a offert des cadeaux, parmi lesquels un exemplaire du Coran et une natte symbolique venant des lieux saints de l'islam. L'acte est complété par des prières formulées par le khalife général des Tidianes. Avant de quitter la cité religieuse, le président Bassirou Diomaye Faye s'est recueilli au mausolée de Seydi El Hadji Malick Sy. Prière et recueillement aussi au Raoudou Serigne Babacar Sy. Merci Omar Nyinga. Nous restons avec vous. Le chef de l'État a effectué sa première visite à Touba, reçu par le khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a sollicité des prières pour la réussite de sa mission. Le chef de l'État s'engage à terminer les chantiers de la cité religieuse, notamment les volets eau et assainissement. Le khalife général a prié pour la réussite de la mission du chef de l'État à la tête du pays. Omar Nyinga. En effectuant ce premier déplacement à Touba, le président Bassirou Diomaye Faye a joint l'acte à la parole. Après son message fort adressé à l'occasion de la Korité, le président de la République est dans la dynamique de perpétuer l'héritage sacré et précieux que constituent nos chefs religieux. Accompagné du ministre de l'Intérieur et des membres de son cabinet,
Le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par le porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr. Le chef de l'État sera ensuite reçu par le khalife général Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Chaude poignée de main, symbolique d'une chaleureuse bienvenue dans la cité religieuse. Après avoir salué et remercié le khalife pour l'accueil, le président Bassirou Diomaye Faye a dit qu'il est venu à Touba en tant que fils et talibé d'abord, avant la qualité de chef de l'État. Mesurant l'immensité de la charge, il a sollicité les prières du khalife pour mener à bien sa mission. Il a par ailleurs rappelé l'importance des chantiers engagés par le khalife général Serigne Mountakha Bachir Mbacké et promis de mobiliser les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette tâche, en insistant sur les volets eau assainissement, mais aussi l'enseignement en faisant référence à l'université Cheikhoul Khadim. C'est le porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr qui a transmis le message du khalife. Serigne Mountakha Bachir Mbacké a remercié le président de la République pour cet acte hautement important, consacrant un premier déplacement dans la cité religieuse. Il a loué sa démarche et rappelé l'importance qu'il attache au mieux-être des populations du Sénégal en général. Il s'est félicité de la visite qui marque l'importance que le chef de l'État accorde lui aussi au développement, à la paix et à la stabilité du Sénégal. Serigne Mountakha Bachir Mbacké a prié pour que le président Bassirou Diomaye Faye réussisse sa mission à la tête du Sénégal. Preuve à l'appui, il lui a offert des cadeaux, notamment une natte de prière, un exemplaire du Coran et un chapelet, un geste que le chef de l'État a apprécié à sa juste valeur. Le dernier acte, non moins important, de la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Touba est son passage à la grande mosquée. Un grand moment de recueillement et de prière dans ce lieu de culte où repose le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Ici, dans le mausolée, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a formulé des prières pour que le Tout-Puissant veille sur le Sénégal et l'accompagne dans sa mission à la tête de notre pays. Son passage ici dans la cité religieuse a été un grand moment de ferveur, notamment pour les populations qui ont apprécié sa visite dans la cité religieuse. Voilà, merci Omar Nying. C'était donc les déplacements dans les villes saintes de Touba et de Tivaouane du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Autre aspect de l'actualité, saisie record de cocaïne à Kidira, 1137 kg. C'est une prouesse de la brigade commerciale des douanes de Kidira, subdivision de Tambacounda. La valeur marchande est estimée à 90 milliards 960 millions. La saisie a eu lieu dimanche 14 avril vers 20h. Ibrahim Ndong revient sur les faits. Le flair des soldats de l'économie a encore porté ses fruits. Derrière cette cabine se cache un mystère. Un mystère qu'ils ont fini par percer. Ce, grâce à ce dispositif ultramoderne, un scanner à la pointe de la technologie. Ils ont procédé au scanning de ce camion frigorifique que vous voyez derrière et dont l'image s'est révélée suspecte. Et cette suspicion a été suivie par les agents pour procéder donc à un contrôle beaucoup plus approfondi. Ce contrôle a donné pour résultat donc la découverte de poudre blanche en plaquettes, soigneusement rangées dans des sacs. Après la découverte des plaquettes, ça n'est suivi un test qui a permis d'avoir la confirmation de la cocaïne. C'est un produit qui a été testé positif à la cocaïne pour une valeur totale de 90 milliards 960 millions de francs CFA, soit un poids d'une tonne 136,4 kg. 1137,6 kg de cocaïne, une saisie record jamais enregistrée par voie routière. Cette importante saisie rapportée à celle effectuée par la brigade mobile de Koumpentoum il y a de cela 2 semaines
montre la volonté et la détermination des trafiquants à faire de notre région une porte d'entrée, un point de passage de la drogue pour entrer dans le Sénégal. Mais cela, c'est sans compter avec la perspicacité des agents de douane, leur détermination et leur engagement à lutter contre la fraude. D'où la nécessité de redoubler de vigilance. Cette saisie est un signal fort pour toutes les forces de défense et de sécurité, au-delà même de la douane, pour encore davantage se mobiliser, pour faire face à ce trafic qui gangrène notre économie. Je voudrais ainsi dire et souligner l'importance et la nécessité de renforcer les moyens matériels et humains de la douane au niveau territorial, c'est-à-dire au niveau de la région de Tambacounda. Au regard de l'immense étendue de la région, aux environs 42 000 km², et au regard également du fait que cette région de Tambacounda partage la frontière avec 4 pays voisins. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie l'urgence pour les autorités de renforcer davantage les moyens de la douane sénégalaise, une manière de mieux lutter contre le trafic de tout produit illicite. Voilà, merci beaucoup. Ibrahima, donc, la dépigmentation ou khessal, c'est une pratique qui consiste à s'éclaircir volontairement la peau avec des produits cosmétiques, prend de l'ampleur dans la société sénégalaise, particulièrement chez les jeunes filles, un phénomène qui fait beaucoup de dégâts sur la santé. Ramatadem. Plus de 30 ans aujourd'hui que le général Mame Thierno Dieng lutte contre la dépigmentation ou le khessal dans ce pays. Mais au fil des années, la cible a changé. Ce sont les jeunes filles aujourd'hui qui s'adonnent le plus à cette pratique. C'est clair que la population qui s'adonne à cette pratique, c'est beaucoup rajeuni. Et ce rajeunissement, c'est l'effet peut-être effectivement de ce qu'on appelle une nouvelle technologie de l'information, qui leur permet de voir toutes les informations qu'ils veulent, une publicité tapageuse, fausse et dangereuse. Parce que les images qu'on leur montre, pour qui connaît la dermatologie, c'est que ce n'est pas possible. Mais plus gravement, les hommes s'y mettent. Parfois par leurs besoins personnels, parfois ce sont leurs épouses qui leur font ça. Jusqu'à un passé récent, le clobétasone, l'hydroquinone et le mercure étaient les produits utilisés pour se dépigmenter. Mais aujourd'hui, un produit phare vient bouleverser le marché de la dépigmentation. Mais tous ces produits ont été supplantés par le fameux glutathion, qui s'administre par perfusion ou parfois intraveineuse et qui donne une dépigmentation uniforme. Et aujourd'hui, dans Dakar, si vous faites des enquêtes, vous verrez des espèces de cliniques qui ne font que ça. Ils administrent du glutathion. Soit des injections, soit des suppositoires, soit des ampoules. Parce que dès que ça rentre dans le corps, mais ça interfère avec tous les métabolismes. Des pratiques qui ne sont pas sans conséquences sur la santé des femmes. Et la mortalité, ce n'est plus de l'hypothèse, c'est de la certitude, parce que nous avons vu des femmes venir mourir dans les différents centres de dermatologie du Sénégal, soit par les cancers ou bien d'autres raisons. Un fait qui s'explique. La pratique est que les bonnes femmes s'en mettent partout. Et on comprend très bien qu'à force d'en mettre partout et pendant longtemps, ça passe dans le sang. Et c'est en passant dans le sang que ça détermine des complications extra-dermatologiques, comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, toutes ces choses qu'on connaît en médecine. Et on sait qu'est-ce qui donne ça. Et parmi ce qui donne ça, il y a les corticoïdes, surtout systémiques. Et quand on applique les corticoïdes puissants sur la peau pendant longtemps, ça finit effectivement par donner ces complications. Malheureusement, certains produits utilisés ont été détournés de leur objectif premier. Effectivement, ce ne sont pas des produits qui étaient utilisés pour la dépigmentation, c'était des produits à visée thérapeutique. Par exemple, quand vous prenez le glutathion, les gens qui avaient un vitiligo très étendu, on leur injectait ça pour uniformiser. C'est ce que Michael Jackson avait fait. Cela, on peut comprendre qu'il reste très peu de peau noire, on peut uniformiser en leur injectant du glutathion aux fins d'uniformiser la peau. D'après ce que je sais, moi, de la science médicale, de la recherche médicale et de la science thérapeutique, il n'y a aucune industrie pharmaceutique au monde qui fabrique des produits dans le seul but de dépigmenter.
C'est en l'utilisant qu'on a découvert les effets secondaires sur lesquels on les dévie parce que commercialement, ça fait rentable. Vous connaissez le Viagra? Ce n'est pas pour traiter des dysfonctionnements érectiles. À l'origine, c'était pour soigner des maladies pulmonaires qui s'appellent l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est quand on l'a donné à ces gens-là, on a constaté que ça améliorait l'érection, on l'a dévié sur le dysfonctionnement érectile. Mais ce n'est pas un produit qui a été fabriqué pour soigner ça. C'est exactement la même chose que certains produits dépigmentants. Mais les responsabilités sont partagées dans ce phénomène de la dépigmentation. Pour apporter la solution, il y en a ceux qui se battent pour gagner de l'argent. Et ça, le monde est ainsi fait. Mais si les médecins sont bien formés, ils ont la claire conscience de la responsabilité éthique et déontologique, ils devraient pouvoir opposer à ces chercheurs d'argent des arguments médicaux imparables. Et la dépigmentation, c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça draine beaucoup d'argent, du point de vue fisc, du point de vue de beaucoup de choses. Mais pour moi, il n'y a pas une masse d'argent qui peut valoir des vies humaines. Il est bien de prendre soin de sa peau car étant un élément de séduction chez la femme. Mais pour avoir le résultat souhaité, il est important de se tourner vers les spécialistes, à savoir les dermatologues, qui, avec la cosmétologie, répondent aux besoins des populations. Alors, merci beaucoup, Ramatadem. Et puis, dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans cette édition. Voilà, et nous débutons ce journal des régions à Kaolack, les femmes de la Faïda qui s'activent beaucoup dans le secteur de la transformation des produits locaux. Les GIE Fatoumata Zahra, Ibrahim Niass commercialisent céréales locales, fruits et légumes et autres produits de propreté. Elles sont en activité depuis 2011 et concrétisent leur autonomisation. Claire Diop à Kaolack. Machine en main pour tester l'humidité de la matière première, la démarche soigneuse est déterminante pour un produit final de qualité. Nous sommes dans l'unité de transformation Fatoumata Zahra Ibrahim Niass de Medina Baye, sont membres du GIE Les Femmes de la Faïda. Ici, plusieurs activités de développement sont déroulées. Transformation des produits locaux, fruits et légumes, pâtisserie, saponification, formation. Le projet est initié en 2011 puis formalisé en 2016. La vision accompagner l'autonomisation de la femme. Et pour être autonome, il faut avoir un métier. Déjà, ces femmes sont formées dans le métier de la transformation de produits agricoles. Mon objectif premier, c'était ça. Aider les femmes à s'autonomiser, avoir quelque chose. Et dès qu'on a un métier, on est sur la bonne voie. Le centre, je voudrais qu'il soit un centre d'incubation. Donc de formation pour les jeunes filles et pour les femmes. L'accès à la matière première reste cependant un casse-tête. Le GIE collabore à cet effet avec des producteurs locaux pour s'assurer de la qualité du produit. La matière première vient du Saloum. On a des producteurs qui habitent vers Kaffrine, vers Mabo. Et c'est là que nous allons acheter nos matières premières, c'est-à-dire on vise la qualité. C'est pourquoi que nous allons directement chez le producteur. Le cultivateur, c'est le producteur. L'essentiel du travail se fait manuellement. La structure ne dispose pas de beaucoup de matériel, même si les résultats obtenus sont satisfaisants. Et une stratégie est déroulée pour booster les ventes avec en premier chef les membres du GIE. D'abord les membres du GIE. D'abord les membres du GIE. Chaque fin du mois, les membres s'approvisionnent ici même, dans le centre. Ensuite, les habitants de Medina Baye, vous savez, Medina est une cité religieuse, donc il y a beaucoup d'événements. Grâce à ces événements, nous vendons beaucoup. Et les habitants, les femmes, les marabouts, tout le monde vient acheter ici. On a aussi des clients à l'extérieur. À ce niveau, le GIE fait face à des difficultés. Le FRA, autrement dit, l'autorisation de fabrication est difficile à avoir, mais pas que. Au niveau de Kaolack, on n'a pas de laboratoire. Et c'est pour avoir une autorisation de fabrication, le produit doit passer nécessairement à travers le laboratoire. Ici, on n'a pas de laboratoire sur place. On a aussi des difficultés avec les emballages. Nous achetons nos emballages à Dakar. Tout ça, ça augmente les frais. Et c'est un frein, mais alhamdulillah, on fait avec.
Le GIE des femmes de la Faïda bénéficie de l'appui de l'État du Sénégal par des formations, subventions et autres appuis techniques. Un plaidoyer fort est fait pour l'accès à plus de financement pour l'acquisition de matériel de transformation moderne, mais aussi d'un local à la hauteur des ambitions. Voilà, merci beaucoup Claire Diop. Le village de Djivante dans le département d'Oussouye prépare le Boukout Kabomen qui est l'une des dernières étapes avant l'initiation vient de se tenir à Djivante. Donc c'est la dernière édition du Boukout remonte à plus de 40 ans. Abdoulaye Sinkare revient sur les préparatifs. Djivante, dans l'ambiance du Kabomen. Les participants viennent des 4 coins du pays pour prendre part à cette célébration qui annonce le Boukout, qui n'a pas eu lieu depuis plus de 40 ans. Le Kabomen, c'est un moment d'exhibition, de démonstration, n'est-ce pas, de nos futurs initiés, appelés Ambatch. C'est le moment de communion, c'est des moments de retrouvailles avec tout le monde. Les retrouvailles, oui, ce sont des retrouvailles, parce que les gens sont venus de partout, de Gambie, de Dakar, de Ziguinchor, de toutes les régions du Sénégal, pour participer également à cet événement-là. L'événement regroupe les villages de Djivante et de Saint-Gallen pour un jour d'exhibition, dernier virage avant l'initiation. En tout cas, je souhaite une très bonne chance aux villages de Djivante et de Saint-Gallen qui sont regroupés aujourd'hui pour manifester une tradition culturelle qui dure depuis des millénaires. En tout cas, je souhaite à tous une bonne fête. Les futurs initiés, les voici. Dans leur jupe en fibre de rognier, ils paradent. On regarde les films américains, on regarde les films nigériens, on regarde les trucs. Alors que nous avons notre culture propre à nous. Pourquoi aussi ne pas montrer le monde entier que nous aussi, nous sommes fiers d'être Diola ou d'être Mankagne ou d'être qui? De montrer notre culture, pourquoi se cacher? Djivante et Saint-Gallen font partie des villages Essoboukout qui constituent l'un des 2 groupes du royaume. La communauté Assoussang, c'est cette communauté qui fait le Ewang et le Kahat. La communauté Assouboukout, c'est cette communauté qui fait le Kabomen, comme aujourd'hui, et le Boukout. Mais quand il s'agit d'un événement, vous savez, même à l'intérieur, quand les gens se sont rencontrés, Saint-Gallen et Djivante, il y a même cette communauté Assoussang qui ont participé, n'est-ce pas, à l'ambiance. Donc, il y a une communion entre les deux communautés. Cette célébration est un moment de communion entre les différentes confessions de la zone. Pour l'Église, la tradition est au cœur de l'évangélisation. Et nous sommes là dans un événement aussi très important qui permet à chacun de revenir à ses sources. Je souhaite que l'événement se passe dans la plus grande joie et que chacun retrouve ses origines pour être un homme et une femme intègres dans la société et qu'il puisse s'affirmer tel qu'il est. Le Kabomen est l'avant-dernière étape d'un long processus devant aboutir au Boukout, dont la dernière édition a eu lieu en 1979. Et je vous le disais en titre, l'État du Sénégal vient de stopper la procédure de mise en vente de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor. Depuis Paris, l'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadj Magatte Seye, revient sur les mesures énergiques prises par le gouvernement du Sénégal. Nous l'écoutons. En vérité, nous avons eu écho de cette vente aux enchères des œuvres de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor. Et dès que nous avons eu écho de cela, bien sûr, les autorités sénégalaises ont été informées. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a aussitôt donné des instructions et nous a instruit de tout faire pour que cette vente aux enchères puisse être arrêtée et entrer en contact avec le commissaire-priseur et la venderesse pour pouvoir acquérir pour le compte du Sénégal ces ouvrages-là qui ont appartenu au président Senghor et qui étaient, depuis le décès du président, dans sa maison à Verson et en possession d'une héritière voilà, qui est de la famille de l'ancienne épouse du président Léopold Senghor. Les ouvrages, c'est un lot d'une centaine d'ouvrages, un peu plus de 100,
et c'est des ouvrages qui ont une importance assez cruciale, parce que pour la plupart, c'est des ouvrages qui ont été donnés au président Senghor par des auteurs, des poètes contemporains, des amis personnels du président Senghor. Par exemple, l'ouvrage que le poète Aimé Césaire a offert au président Senghor et l'a dédicacé. Et il y a beaucoup d'ouvrages comme cela que le président avait à son chevet, des ouvrages de lecture et des ouvrages qui ont alimenté la réflexion du président Senghor, grand poète, et aussi un homme de culture d'une dimension exceptionnelle. Donc, c'est véritablement des ouvrages d'une très grande importance. Aujourd'hui, il est important pour nous que ce qui a permis un peu de construire la pensée senghorienne puisse revenir au Sénégal et à l'héritage de l'État du Sénégal et des Sénégalais. Pour l'instant, nous sommes en discussion avec la vendresse. Nous avons, nous, une estimation, puisque les œuvres aussi étaient destinées à une vente aux enchères, elle a une estimation. Nous sommes en discussion pour pouvoir trouver un prix juste qui permette au Sénégal d'acquérir ces œuvres-là. Je pense que nous espérons finaliser nos discussions avec la vendresse et le commissaire priseur dans le courant de cette semaine. Si nous le faisons, la semaine prochaine déjà, je crois que les ouvrages pourront être acheminés au Sénégal et remis au président de la République. Voilà donc El Hadj Maguette Seye, ambassadeur du Sénégal en France, qui revenait sur les mesures énergiques prises par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui vient de stopper cette vente aux enchères de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor. Et puis tonnerre dans les milieux intellectuels, une partie de la bibliothèque de Senghor en France devrait être mise aux enchères cette semaine. Qui, pour acquérir ces précieux ouvrages, l'État du Sénégal s'est engagé dans des négociations afin de ramener ce patrimoine au pays à quelques heures de l'ouverture des enchères. Il faut sauver la bibliothèque de Senghor. C'est une chronique signée Omar Diaw. Vendre en France la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor, premier Africain agrégé de grammaire et membre de l'Académie française. Un crime de lèse-majesté. Faire du business à partir de précieux ouvrages que l'homme de lettres et d'État a tenus entre ses mains ne devrait pas passer. C'est l'émoi chez les admirateurs, les professeurs et les chercheurs, ainsi que ces quelques amis au soir de leur vie. Le bouleversement, le choc est tout aussi grand au Sénégal, de Dakar à Joal, du Fouta à la Casamance, et pas seulement dans les milieux ou cercles littéraires. Dans les rayons de cette bibliothèque, des ouvrages d'auteurs tels Aragon, Paul Valéry, Dante, Prévert ou encore Aimé Césaire, avec son discours sur le colonialisme. L'intérêt d'un tel patrimoine avec des volumes dédicacés est qu'il permet de voir les affinités intellectuelles de Senghor, les écrivains avec qui il avait une relation de pensée, des années 40 aux années 70. Pour l'histoire, il s'agit d'une photographie des personnalités proches de Senghor pendant les 30 Glorieuses. C'est donc une partie des livres de Senghor sortis de son domicile du Square de Tocqueville qui seront en jeu. Il y a à peine 5 mois, l'État sénégalais avait évité la dispersion de décorations, de bijoux et de divers autres objets ayant appartenu au premier président sénégalais. Le nouveau régime n'entend pas faire moins. À quelques heures des premiers coups de marteau fatidiques, la vente est suspendue pour permettre au Sénégal de se réapproprier un trésor inestimable. Et nous en venons à la rubrique invitée dans ce journal. En ligne avec nous depuis Paris, Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine. Sali Alassane Thiam, bonjour. Vous êtes le président de l'ONG Afrique Patrimoine au Conseil économique et social des Nations Unies. Vous luttez également pour le retour du patrimoine africain en Afrique. Vous avez travaillé sur ce dossier. Que pouvez-vous nous dire à propos donc de ce sujet? Alors, notre ONG est une organisation non gouvernementale qui a le statut de catégorie générale de l'ECOSOC, qui est le Conseil économique et social des Nations Unies. Notre travail tourne autour de la protection et de la promotion du patrimoine africain en général, le patrimoine matériel comme le patrimoine immatériel. Donc, notre ONG travaille sur 2 sujets depuis un peu plus de 4 ans, depuis que je suis à la tête de l'ONG. D'abord, la restitution de l'ensemble des objets culturels africain, donc ce qui rentre aujourd'hui en parfaite cohérence avec ce sujet-là qui n'est pas un cas isolé de la bibliothèque, c'est-à-dire du patrimoine Senghor qui doit être rapatrié au pays.
Mais on travaille également sur un autre sujet qui est l'augmentation de la représentation des sites du patrimoine africain au niveau de la liste, de cette fameuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est ces deux vraiment missions sur lesquelles on a écrit un ouvrage d'ailleurs qui est sorti il y a 2 ans de cela. Et vous avez beaucoup alerté sur la suspension de l'opération de vente de la bibliothèque du président Senghor. Êtes-vous satisfait du pas qui vient d'être franchi? Alors, c'est une action tout à fait naturelle, c'est un cri de cœur tout à fait naturel, car, comme j'ai dit tantôt, ce sujet-là n'est pas un cas isolé. L'Afrique, aujourd'hui, doit prendre en main le destin de son patrimoine. Depuis plus de 3 ans et demi, on fait ce plaidoyer. Et c'est tout simplement malheureux de voir la bibliothèque du père fondateur de la nation sénégalaise, la bibliothèque d'un grand homme de culture qui est le président Léopold Sédar Senghor, être dispersée un peu partout dans le monde, qui est un joyau, qui est un patrimoine, qui est tout simplement quelque chose d'extraordinaire dont l'État du Sénégal ou bien même les pays africains doivent pouvoir se bénéficier. Parce que Senghor est certes a été le premier homme politique ou bien le premier président de la République du Sénégal, mais il est aussi un homme de culture multidimensionnel qui a traversé les océans, qui est connu un peu partout dans le monde. Je rappelle juste que c'était un cri de cœur qui a été vraiment bien accueilli par la jeunesse sénégalaise. Donc j'ai eu beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont participé à cet élan vraiment de cri de cœur pour permettre de se faire entendre à l'international, raison pour laquelle aujourd'hui ce sujet a été vraiment bien traité à l'international. Et on vient d'obtenir une nouvelle de la part du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Diomaye Diakhar Faye, comme quoi il a instruit l'ambassadeur que je salue de passage, mon grand frère, Monsieur Maguette Sey, de stopper, c'est-à-dire de suspendre la vente aux enchères. Ce qui ne veut pas dire on ne crie pas victoire tout de suite. Ce qui est important de relever, c'est que ce problème doit être traité à la source. D'accord? Et je pense qu'il est important de rappeler également la genèse de ce problème. C'est que le président Senghor, quand il est décédé, a laissé son patrimoine personnel à son épouse, Madame Colette. Et quand Colette décédée, a laissé à sa sœur. Et sa sœur, en décédant, a laissé ses objets à sa gouvernante qui s'est occupée d'elle durant ces derniers jours. Donc, ce qui est frustrant, c'est de voir une tierce personne qui n'a rien à voir avec l'histoire du Sénégal détenir la totalité du patrimoine de Senghor. On a vu également qu'il y a 6 mois, heureusement que l'État du Sénégal, le président Macky Sall sortant, avait racheté l'ensemble des décorations et objets personnels du président Senghor. Donc, aujourd'hui encore, on voit que la bibliothèque va être vendue. Raison pour laquelle notre ONG a fait un cri de cœur, a fait un appel international en disant, en appelant l'État français. Pourquoi l'État français? Parce que le Sénégal et la France sont des partenaires à bien des égards. On a beaucoup de choses qui nous lient, de par l'histoire, de par la culture, de par le patrimoine matériel. Si on regarde le palais de la République sénégalais aujourd'hui et l'ancienne maison du gouverneur qui a été construite en 1905. Donc, c'est des relations séculaires. Et je rajoute également que la promotion du président Emmanuel Macron à l'ENA s'appelle Léopold Sédar Senghor. Rien que pour ces actes-là, on a fait un appel au président de la République de la France de prendre ce sujet et de le traiter dans le cadre de la relation bilatérale culturelle qu'ils ont avec le Sénégal. Voilà, effectivement. Et quelle suite, selon vous, aurait un retour définitif de ces œuvres au Sénégal, M. Saleh Alassane Thiam? Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important de noter, c'est que là, on a gagné la bataille, on peut le dire, humblement, avec vraiment l'accompagnement de toute la jeunesse sénégalaise. Il y a eu un cri de cœur des jeunes Sénégalais qui se sont concernés de voir ces patrimoines-là être dispersés un peu partout dans le monde. Donc, la vente a été suspendue. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait la prochaine étape? Il y a 6 mois de cela, comme j'ai dit tantôt, il y a des objets qui ont été rachetés, qui sont aujourd'hui au Musée des civilisations noires de Dakar. Maintenant, ces livres-là, ces ouvrages, si on les achète, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des vraies questions qu'on doit se poser. Quelle vie donnera-t-on à ces objets? Qu'est-ce qu'on doit faire de notre patrimoine? Nous, depuis 3 ans et demi, on travaille sur la question de la restitution des objets culturels, sur lequel le président de la France a permis de réussir des impensés. Parce que depuis plusieurs années, des États africains faisaient des demandes et obtenaient automatiquement des fins de non-recevoir. On a écrit un ouvrage pour donner des procédés. Il nous faut aujourd'hui une législation internationale pour sortir de cette question de la restitution des objets culturels. La France vient de lancer une loi cadre pour faciliter certaines restitutions. L'Afrique aujourd'hui doit aussi prendre ce sujet à bras le corps
proposer des solutions, travailler de fond en comble. On a des juristes, parce que c'est aussi un débat des idées. On a des intellectuels qui sont vraiment rompus sur ces sujets, qu'on doit pouvoir rassembler. Je cite Félix Sarr, qui avait beaucoup travaillé sur le sujet avec une universitaire française, Bénédicte Savoie. Ils ont proposé des solutions. Maintenant, il faut une volonté politique là-dessus. Nous, notre ONG avait fait ce plaidoyer-là. On a écrit un ouvrage pour donner des pistes de solutions pour que les États puissent trouver des accords bilatéraux ou bien multilatéraux afin de pouvoir l'organiser. Senghor, en parlant de Senghor, avait organisé, dans le cadre de sa première action politico-culturelle, le Festival mondial des Arts en 1966. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche, comme nous, on l'a dit dans le livre, d'organiser un forum international du patrimoine africain? Car c'est des goulots d'étranglement qui empêchent les pays africains de prendre cet envol international. Si on connaît l'Afrique aujourd'hui, c'est pas par ses matières premières ou autres, c'est grâce à sa culture. Raison pour laquelle on dit il nous faut se mettre autour d'une table, discuter. Et dans ce cadre, on avait proposé un forum de 2 jours avec 2 objectifs simples. Une législation internationale pour permettre de régler la question de la restitution, et ces sujets peuvent y rentrer. Et ensuite, mettre en place un label du patrimoine africain qui permettra aux pays africains de développer leur label et de booster leur patrimoine matériel dans ces différentes régions où on a une foison de patrimoine. Saleh Alassane Thiam, merci beaucoup. Voilà, c'était Saleh Alassane Thiam, donc président de l'ONG Afrique Patrimoine, qui intervenait avec nous sur l'arrêt de la mise en vente de la bibliothèque Léopold Sédar Senghor par le président de la République. À présent, la rubrique découverte. C'est justement consacré à ces sujets. Senghor, c'est aussi sa demeure située sur la corniche ouest de Dakar, transformée en musée en 2014. La bâtisse construite à la fin des années 70 a servi de lieu de résidence du président poète jusqu'en 1993. Visite guidée avec Koumba Diaratemar qui nous fait découvrir ce domicile appelé aussi les Dents de la Mer. Senghor veillant sur sa maison, l'image attire forcément. Pour faire immersion au domicile du premier président du Sénégal, on ne peut avoir meilleur guide que cet homme, Barthélémy Sarr, homme de confiance de la famille Senghor, gardien du temple depuis près de 4 décennies. Je vous souhaite la bienvenue au domicile du président Senghor. Cette partie de la maison, c'est la partie qu'on appelle la salle de réception. Par exemple, quand il y avait l'anniversaire du président, celui de sa femme ou de leur fils Philippe, c'est là qu'il recevait les invités. Donc là, nous allons voir cette partie que l'on appelait la petite salle d'attente. Le salon était réservé à Madame Senghor. Quand le président Madame Senghor était au Sénégal, il y a des personnes qui cherchaient à rencontrer Madame Senghor. Et quand ces dernières venaient, c'est là que Madame Senghor le recevait. Donc ce salon blanc-là, c'était réservé à Madame Senghor. Rien n'a été changé. C'était le salon d'origine, avec les revues que Madame Senghor a laissées sur la table. Là, nous avons le salon rose. Tous les jours, quand le président Senghor était au Sénégal, il y a des personnes qui cherchaient à le rencontrer en audience. Quand ces personnes arrivaient, les gendarmes de permanence les installaient là. Donc là, c'était la salle d'attente pour les audiences que le président Senghor recevait, à l'heure indiquée sur la fiche, dans ce bureau. De 1981 à 2001, le président poète recevait les audiences dans ce bureau. Il n'y était que les après-midi. Aujourd'hui, le bureau est occupé par la conservatrice du musée. Tous les matins, j'entre dans le bureau avec émotion parce que je me dis c'est le bureau du président Senghor. Et le fait déjà de travailler dans cette maison, c'est déjà un honneur. Et je me dis qu'à travers cette maison, il vit et il va continuer à vivre dans le cœur de tout ce qu'il admire. À part mes petites affaires, donc, mes lunettes et mes carnets, vous voyez, il n'y a même pas d'ordinateur dans ce bureau parce qu'on a voulu le laisser tel quel. Des livres, des souvenirs, des objets d'art, entre autres, ornent les étagères rangées par le président Senghor à son goût. Et non seulement les objets étaient là du temps du président Senghor, mais ils étaient même à la place qu'ils occupaient. Donc on les a répertoriés, on les a remis au même endroit. Bienvenue dans les appartements privés du père de la nation sénégalaise. Le salon vert, c'est ici que le président prenait tous ses repas. À cette table, c'est là que le président Senghor et madame prenaient les 3 repas de la journée, matin, midi, soir.
Après sa sieste, le président Senghor venait là, se mettait là pour prendre son thé. Et après le thé, il allait pour les audiences. Le soir, c'est là qu'il regardait la télévision pour le dîner. À l'étage se trouvent les chambres, mais off caméra. On peut par contre poser notre objectif sur le bureau personnel du président, là où il travaillait le matin. Par exemple, regardez ses écrits. Ça, il a préparé quelque chose dans cette chemise. On voit ses écritures. Là et là aussi. Ça, c'était ses écritures. Et là, nous avons les photos des enfants du président. Le président Senghor avait épousé en première noce la fille du gouverneur Félix Eboué, Ginette Eboué. De ce mariage, ils ont eu 2 enfants. Francis, l'aîné, et Guy, son petit frère. Le président s'était séparé avec leur maman et avait épousé Colette Hubert, la Normande. Et ils ont eu cet enfant-là. Dehors, le décor est tout autre. Un jardin, un espace boisé et au milieu, une piscine. Il faisait le tour de la piscine 11 fois à gauche. Il revenait là où il avait pris le départ. Il reprenait par la droite 11 fois, donc 22 fois. Quand il rentrait dans la piscine, il faisait 22 tours de la piscine. La maison du président Senghor couvre une superficie de 7 849 mètres carrés. Elle comporte un immeuble bâti sur 800 mètres carrés en 2 niveaux. Les Dents de la Mer, devenu musée Léopold Sédar Senghor depuis novembre 2014. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.